Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce webinaire. Nous avons le plaisir de vous présenter un webinaire sur la mobilité internationale avec notre partenaire Mobilitae, animé aujourd'hui par Jean Charlois et Iman Bouali. Du côté de Orcom, nous serons moi-même Roxane Cousu avec Monsieur Poulet-Goffard qui arrivera très bientôt. Je vous laisse la main à Mobilitae pour se présenter. Bouali, chargée de développement au sein de Mobilitae, et je suis en présence de Jean Charlois. Bonjour à tous, pardon, problème technique. Jean Charlois, donc je dirige Mobilité. On est basé sur la région lyonnaise et on intervient sur toute la France sur des questions de mobilité internationale et de développement international en matière RH. Merci beaucoup. Pour présenter en quelques mots Orcom, nous sommes un cabinet d'experts comptables avec 1150 consultants. C'est un cabinet qui a été créé en 1979 avec 60 associés. Et on est basé dans plusieurs pays, la France, la Chine, les États-Unis. Justement, Mobilitae est une entreprise de conseil spécialisée dans la mobilité internationale et l'immigration internationale, et ce depuis 2007. Notre mission est de simplifier, sécuriser et accélérer les démarches administratives, que ce soit autorisation de travail, visa ou encore titre de séjour, pour faciliter et sécuriser les déplacements internationaux des collaborateurs et sous-traitants. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui plusieurs explications sur la mobilité internationale, notamment du point de vue du droit social, du droit de la sécurité sociale, du droit de l'immigration et aussi de la fiscalité. Pardon, ça ne passait pas, pardon. Alors, juste petit rappel sur les termes qu'on utilise en matière de mobilité internationale, un petit pense-bête sur quelles sont les notions en matière de mobilité internationale. Aujourd'hui, on sépare la mobilité internationale selon ces grandes familles. Et en matière d'immigration, on va parler des documents. Le visa qui permet d'entrer dans un pays, l'autorisation de travail qui, comme son nom l'indique, permet de travailler, et l'autorisation de séjour qui va permettre de rester dans le pays. Ce sont toujours ces trois documents dont on parlera, quelle que soit l'administration avec laquelle on sera amené à parler. En matière de droit du travail, on retiendra le lien hiérarchique comme point d'ancrage sur les différentes situations de mobilité internationale. Si le lien hiérarchique est maintenu dans le pays d'origine, c'est-à-dire si le pouvoir disciplinaire et le contrôle du collaborateur restent dans le pays d'origine, on parlera de détachement. Si en revanche, le lien hiérarchique est transmis pour la durée de la mission à la société qui va recevoir le collaborateur, un étranger qui vient en France, la société française prend le pouvoir hiérarchique sur le collaborateur. On parlera d'expatriation. Et si enfin on rompt le contrat avec la société d'origine au profit d'un contrat avec la société française, on parlera de transfert de salariés. En matière de sécurité sociale, le lien qui fera le point d'ancrage sera le régime de sécurité sociale. Soit on maintient le régime de sécurité sociale dans le pays d'origine et on parlera de détachement au regard de la sécurité sociale, soit le collaborateur sera assujetti au régime de sécurité sociale du pays de sa mission et on parlera d'expatriation. Et enfin, en matière de fiscalité, c'est la résidence fiscale qui fera foi. Et la résidence fiscale est déterminée en fonction des critères des conventions fiscales. Et lorsque vous êtes résident fiscal, les services du pays de mission, admettons la France pour un étranger, si vous êtes résident fiscal, connaîtront de l'ensemble de vos revenus mondiaux
pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Si en revanche vous êtes non résident, le régime fiscal français ne pourra connaître que des revenus de source française et vous resterez résident fiscal de votre pays d'origine avec une résidence fiscale sur votre revenu mondial dans votre pays d'origine. Voilà. C'est juste un petit rappel, mais souvent on nous pose la question, donc petit rappel qui est toujours à conserver dans un coin. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Donc maintenant, je vais vous présenter les impacts du droit social et les principaux dispositifs de la mobilité internationale. Donc tout d'abord, vous avez le détachement. Qu'est-ce que le détachement? C'est un dispositif utilisé en cas de mission temporaire, donc plutôt courte. Au niveau du point de vue du droit social, on va avoir une continuité du contrat de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de suspension ni de rupture du contrat initial avec l'employeur d'origine. La rémunération sera versée par cet employeur. Le salarié sera bien évidemment maintenu dans l'effectif. Et du point de vue de la sécurité sociale, le détachement veut dire qu'il y aura un maintien à la sécurité sociale d'origine. Donc, c'est très important de ne pas détacher un salarié pour remplacer un autre travailleur qui est absent. Donc, quelques exemples du détachement. On va avoir plusieurs exemples, notamment en fonction des pays de l'Union européenne, espace Schengen, Royaume-Uni, Suisse. On va avoir un exemple sur les pays qui ont signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Et on aura aussi un exemple de pays qui n'a pas signé de convention bilatérale. Donc, par rapport aux pays de l'Union européenne, j'ai utilisé l'exemple du Royaume-Uni pour vous illustrer le détachement. Donc, si un salarié anglais est détaché en France, il bénéficiera de la sécurité sociale britannique si son détachement reste inférieur à 24 mois. Il devra compléter le formulaire A1, c'est un formulaire spécifique de détachement qui est toujours complété par l'employeur. Et le salarié devra, lui, de son côté, remplir le formulaire S1 pour pouvoir bénéficier du remboursement de ses prestations en termes d'assurance maladie. Ce formulaire S1 devra être remis à la CPAM. Comme pays qui a signé une convention bilatérale avec la France, nous avons notamment la Tunisie, donc par un accord de sécurité sociale du 26 juin 2003. Donc cet accord, il est applicable aux travailleurs ressortissants français et tunisiens. Lors du détachement d'un Tunisien en France, ce sera la sécurité sociale tunisienne qui sera applicable, et ce pendant une durée de 3 ans. Au-delà de 3 ans, ce ne sera plus un détachement, mais une expatriation, que je vais vous expliquer juste après. Là, ici, l'employeur devra également compléter un formulaire, le formulaire SE 351-01 spécifique à la Tunisie. Comme détachement avec un pays sans convention bilatérale et hors Union européenne, nous avons l'exemple de la Chine. Donc, si un salarié en Chine est amené à être détaché en France, il bénéficiera de la sécurité sociale française, puisqu'on applique là, dans ce cas, le principe de territorialité. L'employeur devra alors verser des cotisations sociales à la France. Sur son bulletin de salaire, on verra notamment des cotisations à la sécurité sociale. Pour la Chine, c'est un cas un peu particulier puisqu'il y a un accord qui est signé actuellement, mais qui n'est pas encore entré en vigueur, puisque les parties doivent procéder à certaines procédures constitutionnelles et légales. Par rapport à l'expatriation maintenant. Donc, l'expatriation, c'est pour des missions de durée plus longue. On aura une suspension du contrat de travail. Donc, le contrat de travail avec l'employeur d'origine sera suspendu. Il faudra conclure un nouveau contrat avec l'employeur dans le pays d'accueil. La rémunération sera versée par cet employeur
qui accueille le salarié. Le salarié ne sera plus présent dans l'effectif de l'entreprise d'origine. Et par rapport à la sécurité sociale, lors de l'expatriation, le salarié sera affilié à la sécurité sociale du pays d'accueil. Et ça, il peut aussi être rattaché à la sécurité sociale du pays d'origine si son expatriation est d'une plus courte durée. Donc là, on parlera de détachement par rapport à la sécurité sociale. En droit du travail, pour l'expatriation, on recommande de faire une lettre de suspension du contrat de travail, mais également de rédiger un nouveau contrat avec la société d'accueil. Donc, comme exemple, par rapport aux pays de l'Union européenne, l'espace Schengen, Royaume-Uni et Suisse, nous prenons l'exemple de l'Espagne. Donc, si vous expatriez un salarié d'Espagne en France, ce salarié bénéficiera de la sécurité sociale française si la durée de sa mission est supérieure à 24 mois. Dans ce cas, il faudra verser des cotisations et contributions sociales françaises et l'employeur devra bien évidemment remplir le formulaire A1. Pour un exemple pour l'expatriation avec un pays hors de l'Union européenne, mais avec une convention bilatérale, nous avons le Québec qui a signé un accord avec la France en 2003. Donc, tous les salariés travaillant au Québec et en France bénéficient de cet accord. Si vous avez une expatriation d'un salarié au Québec vers la France, ce salarié bénéficiera de la sécurité sociale française lorsque la mission sera supérieure à 3 ans. Pour une mission inférieure à 3 ans, le salarié pourra bénéficier de la sécurité sociale québécoise. Enfin, comme dernier outil dispositif pour la mobilité internationale, nous avons ce que nous appelons le transfert de groupe. Donc, le transfert de groupe, c'est une rupture du contrat de travail initial avec l'employeur d'origine et la conclusion d'un nouveau contrat avec l'employeur d'accueil. Dans ce cas-là, nous aurons toutes les règles applicables au pays d'accueil qui seront applicables aux salariés et nous aurons une affiliation à la sécurité sociale du pays d'accueil. Concrètement, les dispositions d'ordre public qui seront applicables aux salariés, c'est des dispositions donc pour un salarié étranger qui est transféré en France, qui a un nouveau contrat de travail français, il se verra appliquer les dispositions d'ordre public françaises, notamment le salaire minimal légal, la durée légale de travail, qui est par exemple de 35 heures en France, ou encore la durée de repos. En plus de ça, en France, nous avons les conventions collectives nationales. Donc, le salarié bénéficiera bien évidemment des avantages et des droits présents dans ces conventions. La convention collective qui sera applicable sera celle dont l'activité principale est identique à celle des salariés de la compagnie. Je laisse maintenant la place à Mobilitae pour vous présenter d'un point de vue du droit de l'immigration. Merci Roxane. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous fournir un bref aperçu de divers statuts en matière de mobilité internationale. Cependant, avant d'aller plus loin, clarifions d'abord ce que signifie la mobilité internationale, car il est vrai que chaque entreprise peut avoir sa propre définition de ce concept. La mobilité internationale est tout collaborateur qui sort de son pays d'embauche pour une raison professionnelle, quelle que soit la durée, le lieu ou la mission. Dès qu'il y a une mobilité, cela entraîne des responsabilités pour l'employeur 24 heures sur 24, à la fois sur le plan financier, pénal et social, même pour des activités en dehors du cadre pro. Lorsqu'on aborde la question de la mobilité internationale, il est essentiel de considérer les différents statuts. À noter que les ressortissants communautaires et les ressortissants suisses ont le droit de travailler comme n'importe quel salarié français. Le statut de l'étranger se définit par l'ensemble des mesures législatives
et réglementaires fixant les conditions d'entrée, de séjour et d'accès à l'emploi. Ce statut est déterminé à partir de sa situation personnelle et par la justification de son séjour en France. Il existe divers types de statuts, comme vous pouvez le voir sur l'écran, qui dépendent du diplôme, de la durée, de la mission ou encore de la rémunération, etc. Et parmi ces nombreux statuts, on va aujourd'hui se concentrer sur 3 principaux. En revanche, quel que soit le statut d'un étranger en France, il est nécessaire de regarder l'autorisation de travail, le visa et encore le titre de séjour. Pour rappel, l'autorisation de travail est le document qui autorise le collaborateur à exercer son activité en France. Le visa permet l'entrée en France et le titre de séjour permet de résider et séjourner en France. Donc, comme vous le savez probablement, la France fait actuellement face à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui pousse de plus en plus les entreprises à explorer des opportunités à l'échelle internationale, et ce pour répondre à leurs besoins en recrutement. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans cette situation et envisagez de recruter un ressortissant étranger ou un étudiant ayant dépassé le quota d'heures de travail, soit 964 heures, à l'exception bien sûr des étudiants algériens, ou encore des ressortissants étrangers résidant en France sans le droit de travailler, pardon, vous devrez demander une autorisation de travail. Et pour ce faire, vous devrez justifier que vous avez préalablement recherché un candidat en France via Pôle emploi, sauf dans des cas exceptionnels, dont notamment les métiers en tension. Et à l'issue de ce webinaire, si vous le souhaitez, on vous transmettra la liste des métiers en tension, sachant qu'elle est en cours d'actualisation. Une fois que ces étapes accomplies, vous devrez obtenir une autorisation de travail ainsi qu'un visa long séjour valant titre de séjour. De plus, chaque année, il sera nécessaire de renouveler le titre de séjour du collaborateur. Si le candidat se trouve déjà en France, vous devez demander une nouvelle autorisation de travail et un changement de statut. Enfin, cette procédure ne donne pas le droit automatique à la famille de venir en France. Récemment, l'un de nos clients, une entreprise française opérant dans le secteur de la plasturgie, s'est tourné vers nous en toute urgence pour recruter 2 candidats marocains pour le poste de tourneur-fraiseur. Il convient de noter que malgré la publication de l'offre d'emploi sur le marché français via Pôle emploi, encore une fois, aucune réponse n'a été obtenue. La procédure à suivre est très claire. Elle exige l'obtention d'une autorisation de travail, d'un visa et d'un titre de séjour. Cette démarche, en théorie, est simple, mais s'avère complexe, surtout lorsqu'il s'agit du Maroc. Comme pour tous nos clients, notre procédure dématérialisée nous a permis de recevoir rapidement les documents personnels et les informations essentielles pour commencer la procédure. En 3 jours, nous avons pu obtenir l'autorisation de travail et nous avons transmis cette autorisation aux collaborateurs et au consulat. Au Maroc, la situation est spécialement complexe. Outre le consulat, il est nécessaire de passer par l'OFII et par le prestataire extérieur pour obtenir la délivrance d'un visa. Cette procédure peut durer plusieurs mois. Mais grâce à nos connaissances sur place, nous sommes intervenus aux côtés de notre client pour accélérer ces procédures et obtenir dans les meilleurs délais la délivrance du visa de travail. Bien il nous a fallu près de 1 mois et demi, ce délai est exceptionnel au regard des 4 à 6 mois nécessaires pour l'obtention d'un visa au Maroc. Passons à présent à la prestation de service international. La prestation de service international, c'est quand nous nous plaçons dans la situation où 2 entreprises collaborent sur un projet commun. Mais voyons en premier la situation d'une collaboration entre 2 entreprises appartenant à un même groupe capitalistique, soit le statut intragroupe ou ICT. Ce statut s'applique lorsque l'entreprise détache ou met à disposition un salarié étranger pour une mission en France auprès de sa filiale ou de la société mère. La condition principale
et que ce salarié ait une ancienneté au sein du groupe supérieure à 6 mois. Contrairement au recrutement classique, il n'y a pas d'opposabilité de la situation de l'emploi. La procédure se déroule en plusieurs étapes, comprenant le dépôt d'une déclaration CIPSI, qui est une déclaration informatique d'une prestation de service auprès des autorités françaises. Cette déclaration est partagée entre l'URSSAF, l'inspection du travail, les douanes et la police de l'air aux frontières. La préparation de cette étape est essentielle car les informations vont exposer l'employeur et l'entreprise d'accueil vis-à-vis des autorités. Ensuite, il faudra demander un visa et un titre de séjour. La durée du détachement est limitée à un maximum de 3 ans et ne peut pas être renouvelée. L'avantage de cette procédure est qu'elle confère le droit de séjour et de travail pour la famille accompagnante du salarié détaché. Pour vous donner un exemple concret, donc un de nos clients opérant dans l'industrie du verre a sollicité, dans le cadre de son plan d'amélioration continue, la filiale coréenne pour envoyer un ingénieur spécialisé en verrerie. L'ingénieur a souhaité être accompagné de sa famille dans sa mobilité. Donc, face à cette demande du collaborateur et compte tenu de la nature intragroupe de la mission, nous avons pu opter pour un détachement ICT. Donc, grâce à notre collaboration avec l'employeur, le salarié et sa famille ont pu arriver en France en moins de 15 jours. Une fois arrivé en France, nous avons entrepris les démarches pour obtenir les titres de séjour. Il est essentiel de noter que tant que la situation du collaborateur principal n'est pas régularisée, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas obtenu son titre de séjour, nous ne pouvons pas entamer la demande pour les membres de sa famille. L'objectif de notre mission est vraiment de veiller à ce que l'ensemble des documents soient conformes, garantissant ainsi un déroulement fluide de la procédure auprès du consulat et de la préfecture. Un autre exemple, vous connaissez tous la situation en Russie. Et en fait, nous avons été confrontés au cas d'un collaborateur qui se trouvait en fait menacé d'incorporation dans l'armée russe dans un délai de 72 heures. En un week-end, il a fallu mettre en place une solution pour extraire ce collaborateur de Russie. Et dès lundi matin, nous avons pris contact avec le consulat pour organiser la demande de visa ICT et permettre la délivrance de visa en 24 heures et la sortie du territoire russe en moins de 2 jours. Donc, après le détachement intragroupe, nous avons le détachement hors groupe. C'est lorsque c'est une situation en fait, d'entreprise étrangère qui réalise une prestation de service auprès de son client français. Dans ce cas-là, il existe un contrat commercial entre la société étrangère et la société française. Et il n'y a donc pas d'opposabilité de la situation de l'emploi. Quelle que soit la durée de la mission, même pour quelques jours de mission, une autorisation de travail est nécessaire. Cependant, un visa est requis pour toute mission, sauf pour les pays qui ont une exemption du visa pour des séjours de moins de 90 jours. Il est important de noter que contrairement au détachement intragroupe, les membres de la famille n'ont pas le droit automatique de venir en France. Alors, le détachement peut sembler être une procédure simple, mais il ne faut pas la sous-estimer. Pourquoi? Permettez-moi de vous donner un exemple concret d'un de nos clients, encore une fois. C'est un groupe français du secteur pharmaceutique qui a obtenu plus de 30 millions d'euros dans le cadre de plans de relance pour l'installation d'une nouvelle ligne de production dans une usine française. Ils ont conclu un contrat commercial avec un fournisseur chinois pour une partie de cette ligne de production, nécessitant donc le montage des machines par le personnel chinois. L'entreprise chinoise a donc envoyé plusieurs de ses collaborateurs en France avec des visas de type voyage d'affaires. La durée prévue de cette mission était d'1 an.
Et ce qui s'est passé, c'est que lors d'un contrôle de l'inspection du travail, il a été découvert que 8 collaborateurs étaient présents en France sans autorisation de travail ni visa approprié. Quelles ont été les conséquences? Ben, tout simplement la remise en question du plan de relance et des sanctions à l'encontre de l'entreprise française. Mais malgré tout ça, l'entreprise française devait tout de même achever l'installation de la ligne de production. C'est là qu'intervient Mobilitae. Face à cette situation chaotique, nous avons recommandé dans un premier temps à l'entreprise de renvoyer tous les collaborateurs dans leur pays d'origine. En parallèle, nous avons entamé des négociations avec les autorités françaises et consulaires pour trouver une solution. Nous savions que la demande d'autorisation de travail était nécessaire, mais compte tenu de la situation complexe, il fallait convaincre les autorités que nous allions régulariser la situation afin d'obtenir leur accord pour, demander et nous délivrer tout simplement les autorisations de travail. Donc après des négociations qui étaient assez rudes, nous avons finalement soumis les demandes d'autorisation de travail. Et alors que nous obtenons habituellement les autorisations en 1 jour à 2 jours, du fait du contexte, les autorités se sont montrées plus prudentes et réticentes avant de nous délivrer les autorisations de travail. Mais une fois les autorisations délivrées, il a fallu encore une fois négocier avec le consulat pour la délivrance des visas. Merci. À présent, je laisse la parole à Jean Charlois pour la suite. Alors, petit point sur un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, les passeports talents. Alors, les passeports talents, c'est un statut qui a été créé en 2016 en vue de simplifier les démarches administratives pour un certain nombre de personnes qui viennent de l'étranger, soit pour des raisons de compétences spécifiques, des artistes, des sportifs, soit pour des renommées scientifiques ou des professions de chercheurs et autres qui peuvent être amenés à venir travailler en France. Le passeport talent peut également concerner des personnes qui sont investisseurs, créateurs d'entreprises ou mandataires pour un certain nombre de groupes internationaux ou d'autres cas un petit peu spécifiques, des entreprises innovantes. Comme vous le voyez, il y en a pas mal. On ne va pas toutes les voir. En revanche, on va faire juste un focus sur 3 qui sont généralement ceux qui peuvent être rencontrés par les entreprises. Je vous laisse, Roxane, passer à la slide. On a trois cas particuliers. Un, le passeport talent salarié qualifié qui va s'adresser à une personne qui aura un diplôme français et une rémunération de 42 000 euros, grosso modo annuel, ainsi qu'un contrat au-delà de 3 mois. Dans ce cas-là, et ce sera la même chose pour les autres, nous allons pouvoir directement déposer auprès du consulat, sans avoir besoin d'une autorisation de travail, une demande de visa qui vaudra autorisation de travail et qui permettra à la personne de venir pour une mission de 4 ans en France, éventuellement renouvelable. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt principal, c'est cette procédure avec une certaine célérité dans la gestion de la procédure. Si la personne n'a pas de diplôme français, mais a 3 années d'études supérieures à l'étranger ou 5 années d'expérience professionnelle, avec une rémunération qui serait de 54 000 euros, grosso modo, à ce moment-là, on va pouvoir passer par ce qu'on appelle la carte bleue européenne. On en reparlera tout à l'heure. C'est un statut qui est assez intéressant parce que c'est un statut qui a des intérêts pour des missions même dans l'Union européenne. Enfin, Iman parlait du salarié détaché dans le cadre d'une mobilité intragroupe. Si au lieu de détacher un collaborateur, vous allez faire de la mise à disposition de collaborateurs avec la signature d'un contrat avec l'entité française, dans ce cas-là, dès lors que le collaborateur a 3 mois d'ancienneté et 38 000 euros de rémunération, on va pouvoir passer par un passeport talent qui permettra d'échapper à un certain nombre de démarches et d'obtenir surtout une autorisation de séjour de 4 ans qui évite des démarches administratives supplémentaires une fois que le collaborateur est en France.
Les avantages principaux, ben, vous les voyez, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'avantages liés au fait que c'est un statut plus rapidement acquis pour le collaborateur étranger et surtout un titre de séjour de plus longue durée. Nous soulignons, avant qu'on en passe à la slide d'après, le fait que nous avons un statut qui est un statut personnel. Attention, comme on est soumis à la demande d'un titre de séjour dans les 3 mois de l'arrivée en France, qu'aujourd'hui, les procédures de demande de titre de séjour sont très longues. Il faut compter en moyenne en France aujourd'hui, après avoir fait un petit sondage, entre 6 et 8 mois pour obtenir un titre de séjour définitif en France. Les détenteurs de passeport talent qui arriveraient en France devraient compter entre 6 mois et 8 mois avant de pouvoir repartir à l'étranger, puisque leur récépissé, leur visa arrivant à expiration, une fois le visa arrivé à expiration et en attendant le titre de séjour définitif, les collaborateurs ne peuvent pas bouger à l'étranger, et s'ils bougeaient à l'étranger, ils seraient obligés d'aller solliciter auprès du consulat de France un visa de retour pour revenir en France. Donc attention sur le choix de ces statuts, parce que dès lors que vous allez avoir besoin de solliciter un visa dans les premiers mois de votre séjour en France, il peut être intéressant de choisir le statut en fonction de vos besoins de déplacement dans les mois qui suivent la mission pour votre collaborateur. À titre d'exemple, nous avons un certain nombre de clients dans le semi-conducteur, dont une entreprise qui a recruté des ingénieurs de montage qui sont assez bien payés. Et à ce titre-là, suite à une offre d'emploi restée sans réponse, un candidat libanais a été recruté. Super profil, donc on est passé par la procédure du passeport talent, qui a permis assez facilement de faire venir ce collaborateur. En revanche, procédure assez longue pour obtenir le titre de séjour, malgré pas mal de pression sur la préfecture en question. Et au bout de 4 mois, obtention du titre de séjour. On y reviendra, parce que à l'issue de ce titre, à l'obtention de ce titre de séjour, ce collaborateur, qui était donc encore en période d'essai, a décidé de démissionner pour partir chez un concurrent sans que l'employeur puisse faire quoi que ce soit, puisque c'est un statut personnel. D'où l'importance de réfléchir, quand vous êtes dans des secteurs hyper concurrentiels, à savoir si c'est intéressant ou pas de passer par le passeport talent. Dans le cadre de la même offre, notre client a reçu 2 candidatures de très haut niveau algériennes. Même rémunération et même type de poste. Le problème, c'est que les Algériens ne sont pas bénéficiaires de la procédure de passeport talent. Et donc, il a fallu passer par une procédure classique de recrutement du fait de la nationalité et de l'absence de possibilité de passer par un passeport talent. Donc, chacune de ces procédures comporte des risques, que ce soit pour le chef d'entreprise ou pour l'entreprise dans sa globalité. Ces risques concernent le travail dissimulé, le prêt de main-d'œuvre illicite ou encore le travail irrégulier des étrangers. Mais le risque le plus impactant que nous constatons dans notre métier pour les entreprises est le risque sur les aides publiques, notamment pour les mesures du plan de relance et de France 2030. Les autorités aujourd'hui contrôlent très précisément que les donneurs d'ordre et les entreprises ayant recours à de la mobilité internationale respectent précisément leurs obligations en matière d'embauche et de recours à la mobilité internationale étrangère, sous peine de remise en cause des aides publiques. Enfin, je rappelle qu'il existe donc plusieurs statuts et plusieurs procédures en termes de mobilité internationale. Mais comme mentionné, les risques sont multiples. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous préconise d'anticiper avant d'entamer les procédures. Prenez le temps de vérifier que le collaborateur détient ses documents, que ce soit passeport ou encore diplôme. Vérifiez l'expertise et l'ancienneté du collaborateur. Vérifiez l'éligibilité du collaborateur avant de choisir le statut.
Vérifiez encore une fois le lien entre les entreprises et le lien hiérarchique entre les entreprises. Et en procédant de cette manière, vous allez diminuer considérablement les risques. Et je laisse la parole à Orcom pour la suite. Merci beaucoup, Iman. Je vais maintenant vous présenter la partie sur la mobilité internationale depuis la France vers l'étranger, et notamment le focus sur la sécurité sociale. Donc, les dispositifs qu'on utilisera, ce seront les mêmes que ceux vus précédemment, soit le détachement et l'expatriation. Concernant le détachement, donc je vais faire un peu plus un focus sur la sécurité sociale et des exemples qui peuvent exister. Donc encore pareil par rapport aux pays de l'Union européenne. Donc si vous êtes une société française et que vous voulez détacher un salarié, par exemple en Italie, ce salarié bénéficiera de la sécurité sociale française si la durée de ce détachement est de 24 mois. Il existe une dérogation par rapport à l'Italie qu'il faudra demander sur le site de l'URSSAF. Là, dans ce cas, l'employeur devra compléter le formulaire A1 et le salarié devra compléter le formulaire S1 auprès de la CPM pour avoir un remboursement de ses prestations réalisées en Italie. Le détachement d'un salarié français vers les États-Unis est encadré par un accord franco-américain de la sécurité sociale. Là, cet accord, il est pour tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, donc tous les salariés en France ou aux États-Unis. On a un maintien du régime de la sécurité sociale française pendant 5 ans. Au-delà de 5 ans, on aura un détachement, mais pendant ces 5 ans, le salarié qui sera détaché aux États-Unis cotisera auprès de la sécurité sociale française. Là, l'employeur devra compléter le formulaire A1 sur le site de l'URSSAF. Enfin, un détachement vers un pays qui n'a pas de convention bilatérale de sécurité sociale. Nous avons notamment l'exemple du Pérou. Dans ce cas-là, le salarié bénéficiera de la sécurité sociale française dans une durée de 3 ans. Au-delà de 3 ans, là, ce sera une expatriation du point de vue de la sécurité sociale. Donc, le salarié devra cotiser pour la sécurité sociale française. L'employeur remplira le formulaire, le CERFA numéro 11 559 03. Et donc, comme j'ai dit, au-delà de 3 ans, vous pouvez là renouveler pour une nouvelle durée de 3 ans le détachement. Par rapport à l'expatriation, donc c'est différent du point de vue de la sécurité sociale, puisque lorsque vous êtes expatrié, vous ne cotisez plus pour la sécurité sociale française. Toutefois, il existe une assurance, une possibilité d'adhérer volontairement à la caisse des Français à l'étranger. Donc, cette caisse des Français à l'étranger permet notamment de se prémunir contre les risques de maladie, de maternité, d'accident du travail, d'invalidité ou de vieillesse. Attention, c'est important de noter que si votre salarié adhère volontairement à cette caisse, il devra s'acquitter des cotisations sociales locales, mais aussi des cotisations sociales françaises. Donc, il y aura un double assujettissement. Comme exemple, nous avons notamment en pays de l'Union européenne, si votre salarié est expatrié au Danemark, votre salarié donc, devra être rattaché à la sécurité sociale danoise. Il pourra être couvert par la caisse des Français à l'étranger et il sera couvert par l'assurance chômage assurée par la France, puisque en cas d'expatriation, l'assurance chômage n'est pas pris en compte. En cas d'expatriation vers l'Inde, qui est un pays avec lequel la France a conclu une convention bilatérale,
Là, tous les ressortissants travaillant en France ou en Inde pourront bénéficier de cet accord. Les salariés qui iront en Inde devront être affiliés à la sécurité sociale indienne si la durée de la mission est supérieure à 5 ans. Les Français qui iront en Inde pourront bénéficier de la Caisse des Français à l'étranger. Donc, pour vous résumer par rapport à la sécurité sociale, par rapport au détachement et à l'expatriation, ce qui est important de prendre en compte, c'est le pays où le salarié sera détaché ou expatrié, notamment pour savoir s'il existe une convention bilatérale. Ensuite, il faut aussi regarder le pays d'implantation de l'entreprise. Donc, pour voir notamment, là encore, s'il y a une convention, pour voir les règles qui sont applicables. Et enfin, il faudra aussi regarder la nationalité du salarié, puisque comme vous avez pu le remarquer, certaines conventions prévoient que tous les salariés pourront bénéficier de la convention bilatérale, alors que pour d'autres, il y a une condition de nationalité. Par rapport maintenant au télétravail à l'étranger, puisque c'est une question assez commune. Donc, on a deux cas. On a si le salarié travaille à l'international, c'est une notion qui n'est pas encadrée par le droit français, pas du point de vue du droit du travail, ni du point de vue du droit de la sécurité sociale. Donc là, on aura les règles d'ordre public du pays où le salarié exerce réellement son activité qui seront applicables. Donc, que ce soit le salaire minimum, le temps de travail, etc. On aura donc le principe de territorialité par rapport à la sécurité sociale. C'est-à-dire que si le salarié télétravaille, par exemple, en Belgique, ce sera la sécurité sociale belge qui permettra qui encadrera la relation de travail. Ensuite, par rapport au télétravail dans un pays de l'Union européenne, depuis le 1er juillet 2023, il y a un nouveau accord cadre, qui permet de rester affilié à son pays d'origine si on travaille moins de 50% de son temps en télétravail. Dans le cadre de cet accord, plusieurs pays ont signé, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, l'Espagne, la France, Norvège, ainsi de suite. Par contre, le Royaume-Uni est un pays qui a indiqué ne pas vouloir signer cet accord. C'est-à-dire que si votre salarié va au Royaume-Uni télétravailler, il sera affilié à la sécurité sociale du Royaume-Uni et non à la sécurité sociale française. Je laisse maintenant la parole à Mobilitae qui vous présente les impacts du droit de l'immigration. Alors, suite à ce que vient de dire Roxane, je vais tout de suite évacuer la question du télétravail à l'international, puisque aujourd'hui, c'est une question qui est hautement complexe. La plupart des pays ne reconnaissent pas un statut clair au télétravail, que ce soit dans l'Union européenne ou ailleurs, et les règles en matière d'immigration sont très compliquées. Aujourd'hui, la plupart des pays avec lesquels nous discutons sur des questions de télétravail vers l'international nous répondent que ce sont des régimes qui ne sont pas encore du tout clairs. Et pour du télétravail, par exemple en Amérique du Nord, il n'y a aucune reconnaissance du statut de télétravail. Donc, soit vous êtes travailleur et à ce moment-là, vous avez réellement un visa de travailleur, soit vous êtes touriste, mais le télétravail n'est pas reconnu même pour des courtes durées. Concernant les déplacements de courte durée aujourd'hui, dans l'Union européenne, très clairement, on va évacuer les Français et les ressortissants communautaires puisqu'il n'y a aucune formalité en matière de recrutement vers d'autres pays de l'Union européenne. En revanche, si on parle de prestations de services, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, les entreprises françaises qui vont partir dans le cadre de l'Union européenne pour des prestations de services sont soumises à des obligations déclaratives qui sont assez importantes. D'abord, des obligations déclaratives qui vont se faire dans chacun des pays de l'Union européenne selon les règles locales. Ensuite, des règles d'interdiction de prestations en régie
Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'avoir une succession de collaborateurs pour une même mission qui se prolongerait dans le temps ad vitam aeternam. Cela est interdit par la réglementation et donc pourrait être requalifié en travail dissimulé ou en travail illicite dans certains pays. Et puis, vous avez des obligations de démontrer à la fois la présence d'assurance responsabilité civile professionnelle et personnelle à l'occasion de vos déclarations de prestations de services dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Pour ce qui est des déplacements professionnels de ressortissants non communautaires dans l'Union européenne, là, c'est un petit peu différent. Autant on n'a aucune démarche quand on va déplacer des ressortissants communautaires, autant quand ce sont des ressortissants extra-communautaires, il va falloir séparer les différentes situations. Soit j'ai une personne qui est embauchée par une boîte française et qui part pour une courte mission dans un pays de l'Union européenne. Dans ce cas-là, pour tout déplacement qui ne dépasserait pas 90 jours sur une période de 6 mois, donc 90 jours sur 3 ans, sur la moitié de l'année, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de demander une autorisation de travail. En effet, l'autorisation de travail que j'ai obtenue en France pour mon collaborateur que je vais envoyer pendant un mois de prestation en Allemagne va pouvoir fonctionner pendant qu'il sera en Allemagne. Je ferai juste une déclaration de la prestation de service comme pour n'importe quel collaborateur et mon collaborateur restera rattaché au régime français, à son statut français, et je pourrais demander une attestation de, comme le disait Roxane, un A1, le détachement sécurité sociale de la France vers l'Allemagne, et un formulaire S1, qui est un formulaire qui lui permettra d'avoir des soins dans le pays où il part en mission. Si en revanche, la personne était amenée à, non, on reste sur la même slide, si la personne n'était pas amenée à partir pour plus de 3 mois pour une mission dans l'Union européenne, je serais obligé de demander une autorisation de travail dans ce pays, obligé de transférer le titre de séjour vers le pays de mission, et ce titre de séjour remplacerait le titre de séjour initial. Je devrais bien sûr faire une déclaration de prestation de service comme pour une mission de courte durée. En revanche, je n'ai pas besoin de visa puisque mon titre de séjour français donne le droit à la personne de directement demander son titre de séjour sur place auprès des autorités locales. Et on a juste mis en précision que si la personne était titulaire de ce qu'on appelle un passeport talent CBE, j'en parlais tout à l'heure, il y a une spécificité, c'est que c'est un régime européen, le passeport talent CBE, c'est-à-dire carte bleue européenne. Et donc, à ce titre-là, si j'ai eu 18 mois d'activité en France avant de partir avec mon passeport talent carte bleue européenne vers un pays de l'Union européenne, je peux automatiquement le faire transformer dans l'équivalent du passeport talent carte bleue européenne dans le pays de mission, en Allemagne ou ailleurs. C'est aussi vrai dans l'autre sens, dans le cas où vous recevriez un ressortissant d'un pays genre l'Italie, qui aurait eu un équivalent passeport talent CBE en Italie, qui vient travailler chez vous. Vous pourriez transformer son passeport talent CBE en passeport talent CBE français. Je vous laisse passer sur la slide suivante. Alors, non, il y en avait une avant, sur la Suisse. Voilà. Alors, petit focus sur la Suisse parce que c'est un point qui est souvent méconnu. On a la possibilité, autant les Suisses peuvent venir très librement en France sans aucun formalisme et être recrutés en France et venir en prestation de service. En France, ça n'est pas vrai à l'inverse. Les Français qui sont embauchés en Suisse sont soumis à une demande d'autorisation de travail et à un enregistrement cantonal auprès des autorités du canton suisse. Les permis de travail sont contingentés et dépendent de la situation exacte de la personne qui est recrutée et de l'entreprise qui va recruter. Pour ce qui est de la prestation de service, on a un système assez complexe dans la Confédération helvétique.
En effet, on est obligé, à partir d'une semaine de prestation de service en Suisse, de déclarer la prestation de service sur un site fédéral qui va permettre de contrôler plus précisément la prestation de service qui va se faire sur le territoire suisse. Dès lors que j'ai des collaborateurs qui vont partir en Suisse, je vais devoir remplir ces prestations de service et il y a une limite de 90 jours de prestations de service par an et par entreprise pour des prestations sans permis de travail suisse. Cela signifie que si, par exemple, vous avez 3 collaborateurs qui partent en même temps pour une prestation de service en Suisse, vous allez faire une déclaration, par exemple, ils partent 2 semaines pour travailler en Suisse. On va faire une déclaration de ces 3 collaborateurs pour 2 semaines. Chacun des collaborateurs va prendre 15 jours de son quota de 90 jours d'autorisation de prestation sans autorisation de travail. Ce serait la même chose pour l'entreprise qui verra son quota de 90 jours dégrévé. En revanche, si ces 3 personnes se succèdent en Suisse, chacun des collaborateurs verra son quota dégrévé de 15 jours. En revanche, l'entreprise verra son quota de jours sans autorisation de travail en Suisse dégrévé de 3 fois 15 jours, puisqu'on va additionner les périodes qui ont été travaillées en Suisse. Donc, ça veut dire qu'on lui enlèvera 60 jours. À partir de ce moment-là, à partir du moment où la mission va dépasser 90 jours ou si l'entreprise a déjà 90 jours de prestations sur le territoire suisse, on va être obligé de demander une autorisation de travail auprès des autorités cantonales du canton dans lequel vous partez en prestation de service. Cela signifie que, on devra respecter l'ensemble des règles suisses sur le travail, donc les salaires minimums, les enregistrements, tout un tas de choses très spécifiques à la Suisse. Et les personnes devront, en plus, s'ils vivent en Suisse, s'enregistrer auprès des autorités de la ville dans laquelle ils vivent. Attention, en Suisse, la société qui accueille un collaborateur est dans l'obligation de dénoncer toute situation qu'il juge comme irrégulière, et notamment pour le sous-traitant, sous peine de responsabilité propre. Donc, ce qui fait que souvent, sur les prestataires extérieurs, ils vont être amenés à dénoncer les entreprises. Je préciserai juste que pour des entreprises qui seraient amenées à faire des missions régulières en Suisse avec un collaborateur qui irait plusieurs fois sur l'année, il est possible de demander une autorisation de travail qui est valable pour 120 jours de prestations sur une année complète, sur une année civile. Voilà. Pour les déplacements en dehors de l'Union européenne, que ce soit pour de l'embauche ou de la prestation de service, nous allons être amenés à devoir regarder la question 1 de l'autorisation de travail quand elle existera dans le pays, 2 de la question du visa, sauf pour les cas d'exemption de visa pour des missions de moins de pour des déplacements de moins de 90 jours. Il existe un certain nombre d'accords signés par la France dans ce cadre. Si vous en avez besoin, c'est au niveau de l'espace Schengen. On pourra vous le transmettre par email, la liste des pays concernés. Dans tous les cas, au-delà de 90 jours, quel que soit le pays dans lequel vous partez en mission en dehors de l'Union européenne, vous serez soumis à un visa de travail et d'être enregistré localement pour des raisons fiscales et sociales. Attention, parce qu'on est souvent sollicité par nos clients qui disent en fait, on a envoyé des collaborateurs en Inde ou aux États-Unis et à l'issue de leur retour en France après leur mission de 2 ou 3 ans, on continue à leur demander de remplir des déclarations fiscales américaines ou indiennes. En effet, dans un certain nombre de pays, il y a des incidences fiscales qui peuvent perdurer plus longtemps que la durée de la mission à l'étranger. J'en ai terminé. À vous sur la fiscalité, Xavier. Bonjour. Alors, on va passer effectivement à cette partie fiscalité des particuliers.
le premier, en préambule, sous forme d'introduction sur cette partie fiscale, nous souhaitions rappeler les éléments qui permettent quand même de définir une résidence fiscale française d'un côté ou étrangère de l'autre, sachant que les principes que j'énonce maintenant sont on appelle les principes généralement acceptés par l'ensemble des administrations fiscales, sauf quelques emplacements exotiques, ou avec une politique résidentielle extrêmement contraignante. Mais la plupart des pays au monde appliquent ce type de principe. En réalité, dans la plupart des cas, c'est très simple de définir une résidence fiscale. La raison pour laquelle on fait cette précision, c'est qu'évidemment, il peut y avoir quelques zones grises selon les activités, selon notamment dans les premiers temps de mobilité. Je pense lorsqu'on est en mobilité sur des pays limitrophes, notamment, où on est par exemple peut-être frontalier, ou qu'on est en phase d'exploration sur un territoire pour le compte d'une entreprise ou pour le compte de soi-même. Combien de temps on passe sur place? Est-ce que la première année, je vais tout de suite me déclarer comme résident fiscal parce que on va dire que mon projet est définitif? Voilà, donc c'est parfois des questions qui peuvent naître. Sur les principes, donc un des critères, évidemment, c'est le lieu de séjour principal, plus de 6 mois sur le territoire. Ça, c'est un indicateur important. C'est un indicateur parce qu'il y a aussi la condition d'exercice d'une activité professionnelle, là aussi à titre principal. Donc, c'est une provenance majoritaire des ressources du travail. J'ai précisé les ressources du travail, puisqu'évidemment, vous pouvez posséder des titres d'une entreprise étrangère, ce qui ne qualifie pas votre résidence fiscale. Vous pouvez posséder de l'immobilier à titre secondaire, ce qui ne qualifie pas votre résidence fiscale. À défaut de pouvoir définir exactement ces deux indicateurs-là, c'est ce qu'on appelle le centre des intérêts économiques. Je l'ai précisé, c'est une notion variable qui prête à interprétation. Donc là, évidemment, c'est aussi tout l'objet de ce webinaire, il faut s'appuyer sur des experts qui ont, en plus d'une expertise, une expérience dans les relations, notamment avec l'administration fiscale, pour parfois favoriser une question et une interrogation de l'administration fiscale qui est de nature à éclairer et à sécuriser la définition de résidence fiscale. On préconise une étude systématique de ces indicateurs lorsqu'on est en phase de mobilité. Encore une fois, la plupart du temps, c'est presque induit par la mobilité. Je vais travailler en tant que salarié en Italie, aux États-Unis. Le contrat démarre à telle date. Toutes les formalités encadrant la mobilité ont été faites et puis voilà, le travail démarre, donc la résidence fiscale qui s'ensuit, on va dire, de manière extrêmement aisée. Là où ça peut être parfois un peu plus compliqué, ce sont pour les indépendants. Quelqu'un qui aurait une entreprise de conseil. Donc on sait que le service peut être rendu dans différents coins du globe, depuis aussi différentes parties du monde, puisque pour certaines prestations de services, on n'a pas besoin d'être localisé à côté de ses clients. Et puis, j'ajoute un élément de complexité. Cette personne qui, par exemple, se mettrait à son compte lorsqu'il revient, entre guillemets, en France, en réalité, va rester entre les États-Unis et la France pendant au moins 1 an ou 2, à des fins personnelles et privées et professionnelles, parce qu'il a encore un de ses enfants aux États-Unis, parce que son principal client est aux États-Unis, il a gardé des contacts. Donc, il y a ce démarrage d'activité qui, malgré l'intention claire de se réinstaller en France, dans les faits, ne l'est pas toujours. Donc, il faut être effectivement capable de se poser toutes les questions, d'aussi comprendre quel est le risque en cas de mauvaise déclaration ou de mauvaise définition de la résidence fiscale. Comment on sécurise ce risque? Donc, ça, c'est aussi notre rôle d'évaluer et de sécuriser. Voilà, donc ça peut être des temps où la notion de résidence fiscale peut être plus difficile à définir qu'à d'autres moments. On souhaitait également
parler de la territorialité de l'impôt. On précise évidemment qu'il s'agit de principes généraux. Certaines particularités figurent dans ce qu'on appelle les conventions fiscales bilatérales, qui règlent en réalité la répartition entre deux juridictions de l'ensemble des canaux fiscaux, qu'ils soient des revenus du travail, des revenus de l'immobilier ou des revenus du capital mobilier. Les grands principes, cela dit. Là aussi, principes généraux, généralement acceptés par l'ensemble des administrations, précisés dans certains préambules de codes fiscaux. Les revenus du travail sont généralement taxés sur le lieu de résidence de la personne. J'ai mis là aussi, quand même par prudence, le mot généralement pour indiquer que dans certains pays, pour éviter un dumping fiscal et social, ils ont mis en place des retenues à la source. C'est plus rare maintenant, de plus en plus, c'est extrêmement rare, puisque la pratique de la convention fiscale bilatérale s'est généralisée sur les 20 dernières années. Avec un pays comme la France, on reste sur ce territoire, quasiment l'ensemble des pays du monde ont une convention fiscale, soit par le truchement d'institutions européennes, soit directement avec la France. Donc c'est plus rare maintenant, les conventions bilatérales ayant vocation justement de simplifier les mécanismes de fiscalité. Mais voilà, ça peut être le cas quand même. Donc le revenu du travail, lieu de résidence de la personne, en général, c'est notamment, sauf dans les cas des indépendants, mais lorsqu'on est en travail salarié, on l'a dit jusqu'à présent, qualifié par la géographie précisée dans le contrat de travail. Les revenus des capitaux mobiliers, ça suit la même logique. C'est assez rarement la fiscalité du pays source. Quand je dis source, c'est le pays de l'entreprise qui génère le dividende ou le fonds d'investissement qui nous a donné, auprès de qui on a acheté des titres, ou l'assurance ou la banque auprès de qui nous avons souscrit un quelconque produit financier. C'est plus généralement la fiscalité du lieu de résidence de la personne qui reçoit les revenus de capitaux mobiliers. Là aussi, il peut exister un mécanisme de retenue à la source. Il est un peu plus fréquent sur la catégorie des revenus des capitaux mobiliers que sur les revenus du travail. C'est toujours évidemment à explorer. Et là, c'est la convention fiscale qui prévaut. Et puis, les revenus des capitaux immobiliers sont généralement taxés en fonction du territoire d'emplacement du bien générant les revenus. Vous êtes propriétaire d'un bien situé en Italie, aux États-Unis. Ces revenus sont généralement taxés sur place. Donc, vous allez déclarer des revenus en tant que non-résident aux États-Unis si vous avez un bien aux États-Unis. En France, si vous êtes résident fiscal français, les revenus vont donc être déclarés comme déjà taxés. Selon les mécanismes prévus par la convention fiscale, c'est soit une réduction, soit un crédit d'impôt. Mais enfin, voilà, ces revenus ne sont pas doublement taxés. En revanche, c'est ce que je précise ici, ces revenus auront une fiscalité locale, mais aussi globale par rapport à la résidence fiscale. Je m'explique. En tant que résident fiscal français, vous allez donc déclarer des revenus déjà taxés, certes, mais cela dit, vous allez quand même les intégrer dans votre revenu imposable qui va avoir un impact direct sur le taux marginal d'imposition, sur votre taux marginal d'imposition. Donc, il y a malgré tout, par ce mécanisme de taux marginal d'imposition, une petite zone de frottement et qu'il est impossible d'éviter. C'est le mécanisme fiscal en vigueur. Donc, ça, on ne peut pas l'éviter. On souhaitait effectivement faire un focus sur le régime des impatriés. Donc, c'est un régime qui fonctionne vraiment très bien et qui est très efficace. Il est là pour favoriser aussi l'attractivité territoriale, bien sûr, et pour encourager notamment des entreprises plutôt extra-européennes qui souhaiteraient implanter une filiale en Europe et qui, parfois, parce qu'ils sont dans le service, ils sont dans la R&D, se posent toute une série de questions sur quel pays choisir lorsque j'investis en Europe. Pour certains, pour les Chinois, pour les Américains, on va dire qu'ils résonnent au niveau européen. Donc, la France a quand même quelques atouts, notamment fiscaux. On croit trop souvent qu'on
on assassine fiscalement les entreprises, mais c'est vrai que selon les mécanismes et selon les catégories de revenus ou d'investissement, il peut y avoir des facilités, voire de grosses limitations fiscales. C'est le cas donc, de la prime d'impatrié. Donc sont concernés par ce régime les personnes domiciliées fiscalement hors de France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonction dans l'entreprise établie en France. Donc il faut vraiment avoir une zone non française de 5 ans, année civile, avant l'établissement en France. On parle de recrutement intragroupe ou externe. Donc, c'est tout à fait applicable dans le cadre d'une mobilité au sein d'un même groupe, détenu à 100%, détenu à 20%, détenu à 80%. Il n'y a pas cette précision dans le code des impôts. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est en pleine mobilité et qui est recruté par une entreprise en France. Donc, il peut aussi y avoir un intérêt pour faire bénéficier à notre salarié en mobilité de ce régime la volonté de créer un établissement stable en France, une entreprise donc détenue à 100% par la maison mère qui ferait profiter à la personne en mobilité de ce régime. Les fonctions peuvent être celles d'un dirigeant à condition d'être rattaché à un statut de salarié. C'est très important. Pour les indépendants, ce n'est pas applicable. Par contre, le fait de détenir ou pas des actions, ça n'a pas d'implication. Donc, un dirigeant coactionnaire de la filiale française pourra bénéficier, dans le cadre de cette mobilité, de ce régime des impatriés. L'installation en France doit être durable et tangible. On est aussi avec un rapport au contrat de travail, donc qui sera un CDI. Dans la rémunération, il doit être clairement mention de la prime liée à l'impatriation, puisque c'est bien cette prime d'impatriation qui, on va le voir par la suite, qui est non taxée. Donc, dans le package de rémunération, on doit faire la distinction entre le salaire lié à la fonction et la part relative à cette mobilité qui est là pour récompenser la mobilité. Le régime dure maximum 9 ans, donc c'est 8 années civiles plus l'année en cours. On revient aussi au départ, c'est-à-dire que le compteur peut revenir à 0 s'il y a un retour en France 5 ans au moins après le dernier séjour. Les avantages, donc, c'est essentiellement sur la prime d'impatriation. C'est pour ça qu'il est très important de la distinguer du salaire lié à la fonction, puisqu'il y a une exonération à l'impôt sur le revenu de la prime d'impatriation. Il y a également une exonération à l'impôt sur le revenu de 50% de certains revenus mobiliers, très important. Et puis, l'impatrié reste assujetti à l'IFI, ex-impôt sur la fortune, au même titre que les non-résidents, c'est-à-dire qu'il sera assujetti à l'IFI uniquement sur le patrimoine situé en France. On précise aussi que certaines cotisations peuvent être facultatives, notamment lorsqu'on considère qu'il y a une cotisation de l'entreprise dans le pays d'origine. Donc ça, c'était la prime d'impatriation. Donc c'est quand je reviens sur le territoire français. Il n'y a pas de critère non plus de nationalité, d'accord. Donc on peut être de nationalité française et puis avoir fait une partie de sa carrière aux États-Unis, rentrer en France et considérer que je suis en mobilité puisque mon foyer initial est aux États-Unis, mais même en tant que résident français, je viens accompagner mon entreprise américaine sur le territoire français. Évidemment, plus il y a de zones grises et plus il est important de prendre langue avec un spécialiste pour vraiment sécuriser le point de vue de votre le point de vue fiscal de votre situation. L'exit tax, pour terminer. Donc là, on est dans le mécanisme inverse. Je pars de France. L'administration fiscale, comme beaucoup, a décidé de mettre en place un système anti-abus qui s'est assoupli quand même dans le temps, puisqu'il y a des mécanismes de sursis d'imposition très, très forts, voire des dégrèvements. Donc tous les contribuables qui est concerné, tous les contribuables fiscaux français qui établissent leur résidence dans un autre État. Il faut pour cela, pour être soumis à l'exit tax française,
avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 des 10 dernières années précédant le transfert du domicile à l'étranger. Alors ça, c'est très important. Donc, si vous êtes uniquement de passage étant donc moins de 6 ans, 2, 3, 4 ans, et que vous repartez, vous ne serez pas soumis à l'exit tax. Quels actifs sont concernés? Toutes les actions, titres, parts sociales, obligations et même certaines plus-values latentes. Ça, c'est très important. On exclut en revanche les contrats d'assurance vie, les biens immobiliers, la SCI et les SCI soumises à l'IR. C'est le corollaire de l'exclusion des biens immobiliers. Donc, en réalité, il s'agit essentiellement de tous les titres, parts et actions de sociétés soumises à l'IS. La base du calcul est assez simple. On calcule une plus-value à la date du transfert de résidence et qui est soumise au PFU. Donc, c'est l'impôt forfaitaire de 30%. Un sursis d'imposition est accordé lorsqu'on transfère sa résidence dans un pays de l'Union européenne et lorsqu'on la transfère dans un des pays coopératifs. C'est vrai que c'est la quasi-totalité des pays maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la diffusion assez massive des conventions fiscales bilatérales. L'exit tax est rarement payé, par contre, il est constaté. Il y a ensuite une obligation déclarative assez dense de suivi de ce sursis d'imposition, parce que ce sursis peut tomber si on vend les biens soumis à l'exit tax plus de 2 ou 5 ans après le changement de résidence. On considère en réalité qu'avoir conservé pendant 2 ou 5 ans, selon la catégorie d'actifs et le niveau d'actifs, avoir conservé ces actifs pendant cette durée de temps après le changement de résidence est un marqueur fort de l'absence de motif fiscal pour justifier du changement de résidence. C'est ça la philosophie et la doctrine fiscale qu'il y a derrière cette donc ça, c'est un assouplissement récent, 2019, qui permet d'être quand même assez compétitif et de garder aussi une volonté de retour. L'administration fiscale, dans sa doctrine, souhaite permettre la mobilité, le départ, le retour, et que la croissance du patrimoine en France ne soit pas grevée d'une trop lourde fiscalité si on doit aller de manière durable et pour raison autre que fiscale dans un autre pays. Bien sûr, plus le patrimoine est important et plus il y a de contrôle. Il y en a à tous les niveaux des contrôles, mais c'est évident que il est absolument essentiel de sécuriser la lecture de la loi, notamment concernant l'exit tax, pour ne pas se lancer dans des déclarations hasardeuses et risquer des pénalités en cas de contestation par l'administration fiscale, pénalités qui seraient liées à un jugement presque de mauvaise foi dans le changement de résidence. Donc ça, c'est absolument important. Voilà pour cette partie fiscale. Donc je vous remercie à tous pour votre intervention et pour avoir suivi ce webinaire. Un grand merci particulièrement à Mobilitae pour avoir expliqué le droit de l'immigration et les différents mécanismes, et à Monsieur Poulet-Goffard pour cette explication sur la fiscalité. Je vois l'heure, je ne sais pas, on va peut-être essayer de faire une ou deux questions. Donc, nous avons une question. Est-il possible de travailler à distance pour Orcom depuis ma maison à Madagascar en me concentrant principalement sur les tâches comptables en ligne, télétravail? Ce qu'on vous propose, monsieur, c'est vous souhaitez a priori candidater chez nous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer votre CV, puis nous parlerons à ce moment-là. Si vous avez des questions sur les éléments techniques que nous avons présentés qui favorisent la mobilité au sein de vos entreprises, n'hésitez pas. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.